Pour démarrer ce panel. Donc, on va introduire un peu le sujet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous traitons du sujet dans le cadre de cet événement, bien sûr, du go-to-market dans le cadre du post-Covid-19, ou je dirais dans le cadre de cette crise. On sait très bien que chacun d'entre nous l'a vécu à sa manière, aussi bien sur le plan personnel et professionnel. Il y a eu certainement beaucoup d'inquiétudes sur tous les plans. Il y a eu certainement aussi des risques qu'on a tous vécus, des moments d'incertitude qu'on a tous vécus. Certains commencent à voir aussi quelques opportunités se dessiner. Donc, je commencerai peut-être par poser la question à nos panélistes en attendant vos questions. Comment ils voient cette période de l'après-Covid-19 qui commence un peu à se dessiner, comment ils la voient sur plusieurs axes, sur l'axe, peut-être on commence par la Miss, que sur le plan macroéconomique, comment tu vois les choses, les Miss? Sur le plan macroéconomique, déjà merci de m'avoir invité à participer à ce panel. C'est vraiment un honneur pour moi, d'autant que j'ai toujours vraiment cru et je crois toujours en cette, je dirais, ce vivier d'opportunités et de talents au Maghreb qu'il faut savoir et qu'on se doit de valoriser. Donc c'est une très très belle initiative, je trouve. Alors, moi, je dirais cette période de crise sanitaire que le monde a connue, elle est, tout le monde le sait, inédite. Mais pour moi, elle est aussi synonyme, je dirais, d'une opportunité assez exceptionnelle pour les pays émergents. Pour les pays émergents, pour la simple et bonne raison qu'il suffit de voir, alors là, sur l'aspect purement travail, l'OIT a publié justement une étude à ce sujet. Si on prend les pays émergents et qu'on les compare à des pays développés, dits développés, sur les pays émergents, on a déjà un secteur informel qui est très important. On a un taux de chômage qui est malheureusement encore trop élevé dans certains pays et qu'il faut pouvoir résorber. Et d'où justement cette opportunité d'avoir, grâce à la jonction du digital et aux efforts qui sont désormais consentis par les pouvoirs publics, parce que cette crise sanitaire a été un vrai électrochoc pour les pouvoirs publics, de se dire qu'il va falloir finalement régler ces problèmes-là. Parce que qui dit problème de travailleurs informels, on parle à l'échelle internationale, on parle en milliards de personnes, hein, c'est pas rien. Régler ce problème-là va passer forcément par des solutions qui peuvent être apportées et qui vont, j'en suis sûre, être apportées par des startups. Pourquoi? Parce qu'elles ont une flexibilité et une réactivité que les grandes entreprises ou alors que les entités classiques de taille critique en tout cas, n'ont pas. Et ça, c'est un fait. Elles ont, de par la jeunesse des porteurs de projets qui ensuite deviennent de jeunes entrepreneurs, de par leur maîtrise justement de toutes les questions digitales et de par aussi leur flexibilité de façon générale, ils ont cette capacité justement à rebondir en cas de crise et à pouvoir répondre à des demandes et notamment à des demandes des pouvoirs qui sont formulées par les pouvoirs publics. Donc pour moi, il est évident que sur la question, en tout cas de cette période post-sanitaire, il y a clairement l'épingle du jeu peut être tirée par les startups et par les incubateurs aussi qui doivent jouer leur rôle. Et on attend de toute façon de voir, mais si on regarde ce qui s'est passé durant les dernières semaines, alors j'ai surtout suivi, pour être franche, les initiatives qui ont été prises notamment en Algérie, mais les startups et les incubateurs ont été très sollicités justement pour régler un certain nombre de questions ou en tout cas accompagner les autorités publiques dans le règlement d'un certain nombre de problématiques d'ordre sanitaire et elles ont répondu présentes à l'appel. Donc c'est une bonne chose. Je dirais que j'ai un œil assez positif sur la question. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu voilà, à la question de façon… C'est une introduction et c'est global. Et je reviendrai aussi sur la question du travail et la question de notamment de ce secteur informel. C'était pas anodin. La raison pour laquelle j'en ai parlé, c'est qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été publiées récemment, qui sont très, très intéressantes et qui sont complètement jointes justement à cette crise sanitaire. Donc, les startups ont beaucoup à faire en la matière. Voilà. Absolument, Lémis. Merci pour ta réponse. Effectivement, on a vu dans cette période, dans la période déjà du Covid-19, on a vu la grande effervescence qu'il y a eu par les startups, ce qui prouve, comme tu l'as très très bien dit, leur capacité à s'adapter, leur capacité à être présent rapidement, à réagir rapidement face à cette situation que personne ne prévoyait, personne ne voyait venir. Une crise que personne ne voyait réellement venir de cette ampleur-là, entre autres. Donc, je poserai la question aussi à Ale. Effectivement, cette crise-là, elle nous a aussi amené à travailler autrement, à voir les choses autrement, à nous adapter. Dans le cadre professionnel aussi, on s'est adapté. On a vu la nécessité de travailler du jour au lendemain, la nécessité à nous de nous adapter, de travailler à distance en utilisant des nouvelles solutions qu'on ne connaissait pas auparavant, les Zoom, les Teams, etc. Donc, sur le plan solution, l'après-Covid-19, il y a certainement aussi des impacts, des changements qui vont impacter notre manière de travailler à tous. Qu'est-ce que tu en penses, Ale? Absolument, Nadia. Moi, je dirais même qui a pu croire que une équipe RH ou bien un dirigeant d'entreprise demande à ses employés de travailler from home. On va dire, mois de janvier, personne ne pensait que c'est possible, mais là, c'est une réalité en fait. Le Covid-19, en fait, on va dire, ça portait plein de choses qui ont, je veux dire, révolutionné notre façon de travailler, notre façon de gérer nos équipes, notre façon de gérer nos projets, notre façon de communiquer avec nos clients. Donc, moi, je vais dire que d'un point de vue, je vais prendre un petit peu le point de vue technique. On a vu plein de nouvelles solutions qui sont apparues sur le marché, mais qui peut-être existaient avant. Hein. Le Teams, aujourd'hui, on est sur Zoom. Plein de solutions, plein d'éditeurs qui sont vus prendre une grande part du marché. Aujourd'hui, Microsoft Teams, on va dire que c'est 20 fois la part du marché. Hein. Donc, ça a explosé. On a vu plein de problèmes de sécurité. C'était une opportunité même pour quelques éditeurs de travailler la partie sécurité parce qu'on sait très bien que c'est très bien de travailler à distance, mais il faut assurer la sécurité des données, il faut assurer la bonne transmission des données, la confidentialité des données. Voilà, moi je dirais que c'était une très belle opportunité pour avoir tout ce lot-là, on va dire, ce package qui a permis, on va dire, à plusieurs startups d'innover, de trouver de très belles solutions qui ont permis, on va dire, aux employeurs de permettre à leurs employés de travailler à distance. On a vu même une performance, je dirais même, moi j'ai vécu personnellement une performance qui a peut-être même augmenté par rapport à la réactivité, par rapport à la communication avec les clients. Bon, c'est peut-être l'effet maison, hein, donc, on est toujours devant le PC, mais je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, on est face à une révolution de notre façon de travailler. Moi, je parlerai même côté Microsoft, comment ça fonctionnait, puisqu'on dans mon métier, en fait, je suis beaucoup plus solution Microsoft, mais peut-être on aura peut-être le temps après d'en parler avec plus de détails. Mais on a eu plein de solutions et même des gratuités. Hein. Par exemple, sur la plateforme collaborative Microsoft Teams, on a eu les gratuités de 6 mois pour les entreprises. On a eu les gratuités pour les solutions CRM, pour tout ce qui est Customer Service, donc tous les centres d'appel et tout ça. Microsoft a mis à disposition des solutions gratuites. Même ce qu'on appelle le remote assistance, ce sont des solutions innovantes d'industriels. Donc, il y a eu plein de solutions que Microsoft, même dans son engagement, on va dire, à cette crise sanitaire, elle a été très présente et on va dire très innovante même d'un point de vue traitement des réclamations clients et traitement de la situation actuelle. Merci Ale. Effectivement, on s'est vu justement adopter de nouvelles routines de travail.
on était surpris nous-mêmes par notre capacité justement à nous adapter. Je pense que nos amis start-upers ici présents ont eu beaucoup moins de mal à s'adapter parce que c'est un peu inhérent même à leur manière de voir les choses, cette agilité de travail, cette manière de fonctionner out of the box, je dirais. Après, je sais pas, si quelqu'un veut s'exprimer ici, c'est le bienvenu. Si je peux rebondir, je suis absolument d'accord avec ce que disait Ala. Et je crois que pour aller plus loin, cette crise sanitaire a permis surtout de casser le dogme qui est en plus purement franco-français, hein, et qui consiste à dire et en permanence à marteler que travailler sur son lieu de travail, on est plus productif, ce qui est absolument faux parce que les anglo-saxons ont toujours eu une longueur d'avance en la matière, les Allemands aussi. Et donc, c'est prouvé qu'effectivement, il y a pas de corrélation entre la productivité et le fait d'être sur son lieu de travail. Donc là, on a vraiment fait un pas en avant, même en matière de mentalité. Voilà. On a franchi le pas. Donc, pour revenir au sujet justement du go-to-market, sujet de notre panel aujourd'hui, je vais poser la question à Toun, comment il voit les choses actuellement, notamment en matière de funding, en termes de collecte de ressources. Est-ce que le sujet il est plus difficile après la crise Covid? On sait qu'il y a pas mal de secteurs qui sont touchés. Il y a des secteurs qui sont touchés, mais on ne sait pas à quel niveau ils sont touchés. Est-ce que cette crise-là pourrait remettre en cause la capacité des secteurs à accompagner les startups, à les accompagner pour grandir, notamment pour la partie levée de fonds? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu anticipes une crise à ce niveau-là? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais quand même enchaîner un peu sur ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est vrai que cette crise a été une belle opportunité de voir que cette flexibilité et cette réactivité des startups leur a vraiment permis de faire face à cette crise et de s'adapter, de grandir et de profiter de ce renouveau et aussi de prendre l'opportunité d'adresser ces nouveaux défis. Et le meilleur exemple que j'aime bien citer dans ce cas et ce qui est exactement lié à ce que notre sujet aujourd'hui, c'est Zoom. Zoom n'a pas seulement révolutionné ou fortement impacté la façon dont on va travailler dans le futur, mais Zoom était aussi l'exemple modèle de comment ils sont adaptés. Pourquoi? Zoom, assez vite, ils ont réalisé que cette crise va nécessiter un changement de mentalité et que ces outils pour faire des vidéoconférences vont gagner de plus en plus d'importance dans notre quotidien. Et ce qu'ils ont fait, c'est déjà, ils ont assez vite anticipé et augmenté les capacités de leur réseau pour faire face à cette plus grande demande. Et aussi, du point de vue go-to-market, ils ont ajusté leur prix pour vraiment garder cette version gratuite. Pas seulement 45 minutes, mais pour plus longtemps. Donc, ça, c'est vraiment, là, on est en plein dans le sujet. Pour revenir sur ta question initiale, bien sûr, cette crise va impacter les startups aussi dans la levée de fonds. Il est de plus en plus important de bien gérer ses ressources et surtout son cash. Et ce que nous, on voit actuellement, c'est que pour les levées de fonds, ils sont arrêtés ou plutôt décalés de quelques mois d'ici. Les startups que nous accompagnons actuellement espèrent qu'ils commencent à lever de l'argent en automne. Cependant, cela reste toujours incertain, surtout aux US où le secteur a vraiment subi une crise encore plus sévère que nous ici en Europe ou chez vous au Maghreb. Donc, comme je l'ai dit, il est vraiment primordial de gérer ses ressources et de survivre les prochains mois jusqu'à la prochaine levée de fonds. Voilà. Ça pour dire que ce secteur est fortement impacté et on ne sait pas encore exactement quand cela va reprendre. Mais comme tu l'as dit, il y a certainement des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. Moi, je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Thune. Et en fait, sur le go-to-market, il y a un point très, très primordial, c'est la stratégie de pricing. Donc là, il a parlé de la stratégie de Zoom par rapport à ses prix. Microsoft l'a fait également. Et c'est très important aujourd'hui sur un plan ou une stratégie go-to-market d'avoir on va dire un plan de pricing bien défini, bien ciblé, comprendre notre on va dire clientèle cible. Et c'est là où en fait on n'est pas dans une situation d'avoir des prix aléatoires.
on est dans une situation d'avoir des prix bien étudiés, des prix qui s'adaptent aux crises. Hein, et c'est très important aujourd'hui. On parle de l'agilité, agilité à modeler notre stratégie, agilité à adapter notre stratégie. Donc, comprendre le besoin de nos clients, ça commence à être très important, et surtout la situation et les évolutions du marché qu'on est en train de cibler. Il faut très bien le comprendre pour adresser, on va dire, la meilleure stratégie pricing, on va dire, en termes de prix. Merci Ali, absolument. La question se pose à tous les secteurs, à toutes les entreprises actuellement, mais spécifiquement aux startups. Cette période post-crise, certains, post-crise sanitaire, mais début de la crise autrement, certains y voient une opportunité même, une opportunité pour réfléchir, pour redesigner leur business model, pour revoir un peu leur trajectoire. Donc, notamment dans un contexte où tout est remis en cause. On se dit parfois que les entreprises les plus agiles, comme tu disais, allez, absolument, ce seront celles qui sauront rapidement rattraper leur retard ou rapidement reprendre la part de marché qu'ils n'espéraient pas avant cette crise-là. Donc, peut-être que la question qui se pose actuellement, c'est est-ce que les startups actuellement sont prêtes à faire cet exercice-là de réflexion, réflexion sur leur business model, sur leur stratégie et sur leur… je pose la question à nos amis qui sont présents avec nous. Est-ce que cette question commence à se poser à leur niveau à eux? Faut-il commencer à réfléchir maintenant ou bien à réfléchir à de nouvelles actions, nouvelles stratégies go-to-market, nouvelles stratégies de visibilité sur le marché, de targeting de clients, de partenariat? Est-ce que les choses commencent à cogiter un peu de votre côté? La question est ouverte à nos amis start-upers ici présents. Pas de réponse? Alors, bonjour à tous, moi c'est Nassadine de chez Digimove. Est-ce que je peux vous demander de répéter votre question, s'il vous plaît? Alors, je disais, cette période post-crise, on parlait tout à l'heure justement de la période post-Covid, sanitaire, et qu'est-ce qu'elle pouvait amener en termes de réflexion stratégique, en termes de crise et d'opportunités de revue du business model, de stratégie de go-to-market, de stratégie de visibilité, d'accès aux nouveaux marchés, à une nouvelle clientèle. Et les entreprises qu'on voit les plus capables de faire cet exercice-là, c'est justement les startups, à cause de grâce à leur agilité, grâce à leur capacité, leur forte capacité, comme disait Lamis tout à l'heure, leur forte capacité à s'adapter. Donc, est-ce que de votre côté, vous voyez les choses sous cet angle-là, ou vous avez peut-être une autre manière de voir les choses? Alors, donc moi je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Nous voilà, on est spécialisé dans la formation à distance, enfin dans la formation tout court, et on est devenu spécialisé dans la formation à distance par défaut, entre guillemets, grâce ou à cause du Covid. C'est vrai qu'on a eu 2 semaines de flottement où on a dû réinventer, repenser notre business model et transformer toutes nos formations présentielles en formation e-learning. Donc, on a dû repenser notre manière de travailler, notre manière d'animer les cours, notre manière de fabriquer les cours. On a dû investir sur du matériel multimédia, des caméras, des micros, etc., etc. Donc, au-delà de la réflexion, aujourd'hui, on a eu la chance, c'est qu'entre guillemets, pendant la période du Covid, c'était un laboratoire. Donc, on a fait ça avec, entre guillemets, avec nos tripes, avec de l'énergie, et on s'est mis à fond parce que c'était une question de survie. Et en toute transparence, pour nous, le Covid-19, en termes de business, c'était une réelle opportunité. On a littéralement, on a littéralement explosé nos revenus, enfin, nos recrutements, nos sign-up, nos marges, tout a explosé, et parce qu'on a su justement être très réactif, comme vous disiez, par le fait qu'on soit agile et flexible. Et aujourd'hui, sincèrement, on s'est dit, ça marche. On a passé les examens, on a eu un taux de réussite d'à peu près 90%, donc quasi similaire au présentiel. Et c'était des personnes qui étaient 100% en ligne pendant toute la période du confinement, pendant 3 mois. Et là, on a pris une vraie claque psychologique en se disant, les mentalités en France, c'était compliqué pour que les gens l'acceptent. Nous aussi, c'était compliqué pour qu'on se dise, est-ce que c'est vraiment possible? Et aujourd'hui, par les faits, on a prouvé à tout le monde
et on s'est prouvé à nous-mêmes que c'est possible. Et du coup, on est en train de réinventer notre business model pour se spécialiser vraiment dans la formation à distance uniquement. Donc, c'est dur de refuser le présentiel au jour d'aujourd'hui puisque c'est revenu, mais on refuse les gens pour leur dire maintenant on fait que du e-learning. En fait. Donc, voilà. Pour ce témoignage, Nasreddine, qui est vraiment très intéressant pour la discussion aujourd'hui. Vous avez eu la capacité de vous adapter très rapidement à ce contexte-là, et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais comment vous avez pu rapidement aller sur le marché, convaincre? Comment vous avez pu faire? Bah, en fait, nous, le vrai challenge, c'était la réorganisation en interne. Donc, le télétravail, pour vous donner un exemple très simple, on n'était pas équipé en ordinateur portable. Donc, c'est une problématique simple. Mais nous, en France, la Belgique, enfin, les frontières étaient fermées, impossible de s'approvisionner. Pour les équipes en Tunisie, impossible d'aller acheter des ordinateurs portables. Donc, c'était le système D, mais serait-ce que pour trouver des ordinateurs portables et des casques. Enfin, c'est drôle, mais je vous jure que les gens, ils demandaient à leurs cousins, leurs cousines. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait une solidarité extraordinaire. Donc, le challenge, il était vraiment là. Après, au-delà de ça, en fait, le marché, il s'est imposé à nous-mêmes. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une campagne de marketing Facebook Ads et Google Ads. Et on a pu recruter énormément de personnes parce que tous les centres, malheureusement, ils étaient fermés. Donc, il n'y avait pas de continuité pédagogique. Et beaucoup d'élèves nous ont dit, je suis venu chez vous parce que vous étiez le seul à proposer de la formation pendant la période du confinement. Les autres centres, ils font que du présentiel et ils sont fermés. Du coup, on a eu beaucoup de business, malheureusement, grâce à nos concurrents qui faisaient plus de formation. Du coup, voilà, on a juste fait une petite… pendant toute la période du Covid, on a mis un budget de Google Ads et de Facebook Ads. Et grâce à ça, ça nous a vraiment apporté beaucoup de business, en fait. Nadia, je me permets de commenter un petit peu ce que Nasreddine vient de dire. En fait, là on a un modèle typique, on va dire, d'une startup qui a su s'adapter, on va dire, aux nouveaux changements, aux nouvelles conditions du marché. Là, je pense que Nasreddine, il a déjà changé le modèle de travail, donc il est passé d'une formation classique présentielle à peut-être un MOOC, Exactement. Online courses, ou bien même un SPOC, un Small Private Courses. Donc, c'est des modèles un petit peu différents. Et surtout, ce qui est très important, ce qu'il vient de dire, c'est que pour marketer, on va dire, son nouveau produit, il a utilisé les bons canaux, on va dire. Les bons canaux, c'est les canaux, on va dire, Google AdWords, ou bien le sponsoring Facebook, ou bien sponsoring LinkedIn, parce que c'est les seuls canaux on va dire, qui attaque tout le monde, qui cible le grand marché confiné, une grande part du marché. Donc, c'était le bon et le plus sain, on va dire, canal de communication qu'il a utilisé. Et je pense que là, c'est très important on va dire, de parler à nos amis start-upers de l'efficacité on va dire, de travailler et d'optimiser leur tunnel marketing, ce qu'on appelle le marketing funnel, c'est le filtrer, d'attaquer un segment bien défini pour arriver aux clients ou bien aux leads qu'ils veulent avoir. Là, je pense que la cible, c'est un grand public qui a soif, on va dire, de formation, qui est confiné, donc on va dire, il est un petit peu dans l'obligation d'avoir cette formation-là. Donc voilà. Ils n'avaient pas le choix. Exactement. Et je pense que aussi il y a eu peut-être un très beau modèle pricing qui a aussi incité les gens à s'inscrire. Effectivement, on a divisé nos tarifs par deux et on a doublé nos marges par deux, en fait. C'est juste extraordinaire. Voilà. Et je pense que même en termes de quantité, ça a explosé en termes de gens inscrits et tout ça, qui a fait la croissance pour la startup. C'est ça, c'est exactement ça, Nadine. C'est exactement ça. Bonjour. Donc, c'est Béchir de Majestai. Je vais partager mes propos pour la période du Covid. En fait, c'est très intéressant chez nous. Tout d'abord, je dois commencer par présenter la startup et notre proposition de valeur pour comprendre mieux la situation. Donc, nous sommes une startup tunisienne. Nous avons développé notre propre technologie d'analyse de données.
c'est une technologie qui couvre toute la chaîne de valeur de la donnée, c'est-à-dire de la récupération des données, data warehousing, toute la partie transformation et préparation, qualification de données. Et puis, il y a la deuxième phase, disons, c'est la partie intelligente, c'est la partie analytics, visualisation et exploration de données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est stratégique. On a fait ce choix stratégique dès la création de Majestai. On avait l'envie d'aller vers des use cases bien particuliers, des cas d'usage dans l'IA bien particuliers, sauf on a résisté et on a opté pour l'optique d'avoir un socle technologique où on bâtit des use cases dans des vecteurs bien particuliers avec nos clients. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est un socle technologique et puis il y a disons des produits thématiques. Par exemple, le produit dont on a participé dans cette compétition, c'est un produit spécifique au Covid. Donc, lorsque la pandémie est arrivée, on n'a pas pris vraiment du temps pour s'adapter et pour avoir un produit qui fait en fait la caractérisation fonctionnelle des gènes de tout organisme. Et bien, dans notre cas, c'est le Covid-19, le SARS-CoV-2. Et donc, ce choix qui était un peu difficile au début, s'est avéré que c'était le bon choix parce qu'on avait cette agilité de réagir avec chaque situation, avec chaque client. Maintenant, on travaille dans plusieurs secteurs. Si on a opté pour un cas d'usage bien particulier, on aurait peut-être avancé beaucoup mieux que notre stade, mais le Covid aurait nous cassé parce que nous aurions été très spécialisés dans un secteur et puis le Covid, nous maintenant on a résisté, nous sommes agiles, on peut s'adapter avec la situation. Et puis un autre volet, vous avez parlé sur les applications de collaboration, de gestion de projet, etc. Heureusement que nous sommes à Majestai une équipe qui est un peu disparate. Nous sommes présents dans presque 4 locaux, 2 en Tunisie, à Tunis et Jandouba, et 2 autres en Europe. Donc, nous sommes vraiment habitués au télétravail et c'est peut-être pas nouveau pour nous en tant que start-up. Bref, mon quotidien n'a pas vraiment changé pour la période de Covid. Juste, je ne pouvais pas sortir après les heures de travail. C'est ça. Donc, voilà. Je suis vraiment intéressé par l'offre de EY Luxembourg. Si vous pouvez nous parler davantage, Monsieur Q. Et merci. Oui, avec grand plaisir. Merci pour la question. Et d'ailleurs, je crois que Nadia va fournir aussi nos données de contact. Donc, si jamais, on peut, avec plaisir de se parler après ce webinaire. Donc, peut-être pour vous mettre un peu, vu la question est directement liée au Luxembourg, vous mettre un peu dans le contexte. Le Luxembourg a un héritage dans l'acierie et ensuite dans le secteur financier qui nous a donné une réputation dans le monde entier. Et notre gouvernement essaie vraiment de développer de plus en plus de secteurs d'activité au Luxembourg, notamment à travers son programme Luxembourg 4.0 où ils veulent vraiment reformuler, changer tout l'environnement et créer plusieurs piliers qui soutiennent notre industrie. Donc ça pour le contexte. Et à cet effet, ils ont lancé de nombreux programmes pour soutenir des startups, notamment avec des subsides très intéressants et toutes sortes d'aides étatiques et privées envisageables, avec le résultat qu'on a un vrai écosystème qui s'est créé autour des startups au Luxembourg, avec aussi des programmes de soutien privés ou semi-privés, comme par exemple la Chambre de commerce, et un très grand nombre d'incubateurs qui sont créés. Et nous, en tant qu'EY Luxembourg, jouons aussi un rôle majeur dans cet écosystème, notamment à travers notre propre incubateur interne
qui s'appelle EY Innovation, où on accompagne des startups. Donc, on a vraiment une offre qui s'articule autour de 6 grands piliers, qui va de la revue du business plan jusqu'au financement et l'évaluation des entreprises, mais aussi évaluer notre product market fit. Est-ce que les clients qui ciblent, c'est toujours adapté à ce qu'ils offrent? Est-ce que leur pricing, on en a déjà parlé, est adapté? Est-ce qu'ils ont bien défini leurs différents coûts et leurs marges? Juste pour vraiment réaligner tout cela, créer leur modèle financier pour ensuite les accompagner dans la levée de fonds et les introduire à des investisseurs. Et c'est ça qu'on fait principalement à travers notre programme EY Innovation, où on a vraiment plusieurs types d'initiatives, disons. Donc, on crée beaucoup d'événements internes, des événements matchmaking, des compétitions de pitching, mais aussi des événements externes avec des partenaires de la chambre de commerce, des venture capitalists, des fonds d'investissement, ainsi de suite. Et tout ça est soutenu par une sorte de startup series. On a l'entrepreneur de l'année qu'on fait toutes les 2 années. Donc vraiment, c'est une offre très diversifiée qu'on offre à ces startups. En fait, pourquoi cette question assez particulière? Parce que nous avons commencé déjà notre stratégie go-to-market dès début 2020 et nous planifions une présence dans l'Europe. Maintenant, nous avons déjà un bureau à Ipswich, in the United Kingdom, mais nous avons besoin d'une présence physique, une entreprise en Europe, et nous hésitons encore entre les pays du Benelux et peut-être l'Allemagne. Donc, pourquoi que je creuse toutes les opportunités disponibles et ça serait très intéressant d'en parler davantage, peut-être après ce call. Tout à fait, avec grand plaisir. Et on travaille aussi avec un bureau en Allemagne, par exemple. Donc, on est vraiment bien connecté dans ce domaine. Avec grand plaisir de discuter sur ça. Très bien, merci. Et une question pareil pour vous. Est-ce qu'il faut être du coup une startup plus luxembourgeoise ou est-ce qu'on peut être une startup tunisienne ou française? On peut postuler également? Non, pas de nécessité d'être luxembourgeois. On a beaucoup de startups allemandes, françaises, belges, mais aussi de plus loin, on a des Américains qu'on accompagne qui sont implémentés maintenant au Luxembourg pour développer leurs activités ici, avoir un siège ou alors profiter des aides étatiques. Donc là, pas besoin d'être luxembourgeois, non. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je serais éventuellement intéressé. Effectivement, on est un peu dans la problématique. Aujourd'hui, on est basé sur plusieurs pays et voilà, on cherche à grandir et trouver des nouvelles opportunités. Avec grand plaisir. Je vais déjà mettre mon adresse mail dans le chat, comme ça elle est disponible pour tout le monde et on pourra en discuter ce soir, demain, à votre convenance. Ça marche. Il y a une question à Béchir et Nasreddin. Merci pour le partage de vos expériences. Vous avez la similarité de vous avoir adapté dans le cadre de la crise sanitaire. Vous êtes très bien adapté au contexte. Et la question est, maintenant que la crise sanitaire commence un peu, j'espère du moins, commence à être derrière nous, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à la suite? Comment pérenniser un peu cette nouvelle offre, cette nouvelle proposition de valeur dans le post-Covid-19, dans la nouvelle configuration du marché? Très bien. Béchir, je ne sais pas si vous voulez commencer. Ok, avec plaisir. Donc, ce qu'on a développé spécialement pour le Covid, c'est un produit thématique qui s'appelle Drug Eye. C'est un produit qui n'est pas vraiment lié juste au Covid, mais c'est un produit qui fait, en fait, il fait la caractérisation fonctionnelle des protéines de tout organisme, que ce soit bactérie, virus ou autre. Et c'est un produit qu'on peut, ça aide. En gros, il fait le travail des laboratoires de biologie. Donc, on a fait la caractérisation fonctionnelle du virus en février, je pense, et la première caractérisation fonctionnelle manuelle est sortie, je pense, en mi-avril. Et donc, 2 mois presque
d'avance et nos résultats sont corrects à 100%. Donc, ce que l'IA a fait, c'est exactement la même chose c'est le même résultat qu'on a trouvé dans les laboratoires. Et notre produit peut être déployé chez les ministères de santé, chez les laboratoires, etc. Pas que pour le Covid, mais pour toute caractérisation fonctionnelle, pour renforcer le mécanisme de riposte, de réaction pour une autre éventuelle, Inch'Allah, épidémie ou autre, pour savoir encore plus sur d'autres organismes génétiques. Ok. Sinon, on commence à reprendre un peu nos leads avant le Covid et au contraire, on trouve une bonne réactivité de nos anciens leads, disons. On a réactivé le contact et ils sont très chauds, ils comprennent, ils sont sensibles de plus en plus sur l'impératif de la digitalisation, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'IA, de data science, etc. Au contraire, nous sommes très heureux de réaction de nos partenaires. Voilà. Béchir, permets-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, si j'ai bien compris, en fait, vous êtes dans le data analytics, vous êtes dans l'analyse des données, le prédictif et tout ça. En termes de techno, vous êtes sur quelle techno? En fait, effectivement, nous avons développé notre propre technologie. D'accord. Donc, en fait, voilà, en fait, moi, je vous invite, Béchir, à postuler dans un programme de Microsoft qui s'appelle Microsoft for Startup. C'est un programme, en fait, mis en place par Microsoft qui s'appelait avant Microsoft Accelerator. Aujourd'hui, il s'appelle Microsoft for Startup. Et Microsoft, elle a dédié, on va dire, plusieurs avantages aux startups. Moi, j'ai fait le croisement parce que là, en termes d'analyse et de calcul prédictif, vous êtes certainement sur des machines puissantes de calcul et tout ça. Et là, moi, je peux vous proposer peut-être d'utiliser le Cloud Azure de Microsoft. Des offres proposées par Microsoft pour les startups avec des gratuités et même des soldes initiaux mis à disposition des startups. Je pense que ça peut même atteindre les $20 000 de gratuité en termes de calcul et de capacité de stockage. Ça peut très bien être une très belle opportunité pour vous pour déjà agrandir le business. Comme l'a dit Nadia tout à l'heure, il faut très bien penser au post-Covid et c'est très bien que vous n'avez pas, on va dire, oublié vos anciens leads et capitaliser sur les nouveaux. Faut très bien, on va dire, mettre à jour ou bien adapter votre business plan ou plutôt votre marketing plan. Hein. Donc, parce que là, les cibles, ils vont certainement changer. Je vous ai entendu parler de votre clientèle cible, les hôpitaux, les ministères et tout ça. Et surtout, si on est dans un contexte international, je pense que c'est un petit peu compliqué donc, de s'adresser déjà à plusieurs markets, indépendamment on va dire, de l'état ciblé ou bien la culture ciblée de votre client. Je pense qu'une stratégie qui cible plusieurs pays, on va dire, c'est quelque chose de très compliqué et de très risqué. Moi, personnellement, hein, je vous fais part d'une petite expérience avec GFI Informatique. On avait des produits et des solutions informatiques comme des CRM et des ERP et qui n'avaient en fait pas le même impact et la même réussite, on va dire, dans tous les pays. Des pays qui considèrent, on va dire, l'industrie 4.0, par exemple, hein, l'industrie 4.0 qui la considère comme un acquis. On peut avoir d'autres pays qui ne donnent pas trop de valeur à la chaîne logistique et peut-être à l'innovation. Donc, on a peut-être des marchés très, très diversifiés, des marchés qui peuvent ne pas être conformes. Donc, il faut faire attention peut-être à votre… Il y a même ceux qui le voient comme une menace. Oui, oui, ça peut être même une menace parce que
Parce que là, il y a des investissements que vous allez faire, il y a de l'argent que vous allez mettre. Et si vous ne ciblez pas très bien, on va dire, le marché et on va dire le pays, hein, parce que le marché, c'est global. Si vous ne ciblez pas très bien le pays, vous pouvez perdre de l'argent. Et l'avantage aujourd'hui d'avoir un plan go-to-market assez ficelé, c'est ne pas perdre de l'argent. C'est plutôt le contraire, hein. Donc, gagner de l'argent et bénéficier, on va dire, des opportunités qui sont mises en place, que ce soit par rapport aux bailleurs de fonds, ou bien par rapport aux autres solutions mises en place sur le marché. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous pouvez mettre votre mail aussi? Bien sûr, oui, bien sûr. J'ai une question que je souhaite poser à Lamis, justement dans cette période post-crise sanitaire. Les réflexions sur les stratégies justement go-to-market commencent à se dessiner. Maintenant, comment, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur et en tant que start-up, on arrive à anticiper un peu les données macroéconomiques et leurs impacts? Quels peuvent être les leviers pour les startups pour faire les analyses de corrélation entre l'évolution des tendances majeures sur le plan macroéconomique sur leur business? Alors déjà, j'aimerais juste, avant de répondre à ta question, Nadia, si tu permets, rebondir sur ce que je crois que c'était pas Bécher, c'était Nasreddin qui disait ça. J'étais assez impressionnée parce que c'est bien d'avoir un retour d'expérience, justement. Tu as parlé et c'est impressionnant, il en parle, il dit on a connu 2 semaines de flottement pour repenser un peu notre modèle économique. Je m'excuse parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble à côté, alors si vous entendez pas de souci. Ça va se calmer. Donc, je disais, c'est assez impressionnant en fait parce que finalement, 2 semaines de flottement, toi tu parles de 2 semaines de flottement, ces 2 semaines de flottement, c'est absolument rien comparé à ce que les entreprises, c'est à peine le temps qu'il a fallu déjà pour des entreprises classiques de digérer ce qui se passait. Et donc, toi, tu dis que voilà, tu as repensé ton modèle, il t'a fallu finalement 2 semaines. Donc, c'est assez extraordinaire et ça illustre parfaitement ce qu'on disait justement en début de session. Après, sur l'aspect financement, alors moi, je ne suis pas experte pour tout ce qui est levée de fonds, etc. Mais il faut bien, je pense qu'il faut être réaliste. On est dans un contexte où et les autorités publiques, de façon générale, et les établissements bancaires, les établissements financiers et bancaires sont plutôt dans une dynamique déjà de soutenir les entreprises existantes, déjà solides, etc., de taille critique, qui ont subi de plein fouet cette crise. Et évidemment, on ne va pas se mentir, les startups passent en second plan. C'est-à-dire que pour ce qui est de levée de fonds, trouver des bailleurs de fonds, dans ce contexte-là, c'est moins évident qu'un an auparavant. Ça, c'est mon avis. C'est un avis. Je ne sais pas si vous le partagez. Peut-être que tout le monde pourrait. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est vrai qu'il va falloir évidemment s'y préparer. Ceci étant, pour répondre donc à ta question, Nadia, sur justement les données macroéconomiques qu'on a post-crise et la façon dont les… Alors, ta question, c'était sur la façon dont les startups pouvaient… Justement, tu peux me la répéter s'il te plaît parce que du coup en fait j'ai trop de mémoire. La question c'est absolument, c'est que je suis start-upper, je suis fortement impactée par ce qui se passe autour de moi, par mon écosystème. C'est comment j'arrive à lire l'impact de la crise sur un plan macroéconomique et à faire le lien avec mon business directement. Sur le plan macroéconomique, alors déjà la lecture des données sur les pays émergent est très complexe. Si on se trouve en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est beaucoup plus complexe pour une start-up encore plus que sur un marché. Pourquoi ? Parce que les données sont très souvent manquantes. Quand on a des données, elles sont parfois pas suffisamment actualisées, donc ça c'est un problème. Et à plus forte raison post-crise, là il va falloir pouvoir aussi donner cette grille de lecture à tous les opérateurs économiques, hein, d'ailleurs au-delà même des startups, je pense. Donc c'est assez compliqué. Ce sur quoi moi en tout cas si je devais en fait inciter, au-delà de la lecture des données macroéconomiques, si je devais inciter les startups à faire quelque chose de ce que j'ai pu percevoir
voir, moi, en accompagnant certaines startups ou en tout cas en échangeant avec des startupeurs. Et peut-être que Thioune pourra, lui, en tant qu'ancien startupeur, partager son expérience là-dessus. Mais très, très souvent, on se trouve face à des projets qui sont excellents, à des idées qui sont excellentes et à des projets porteurs. Mais on a souvent ce discours de voilà, j'ai une solution qui est absolument unique, que j'ai envie de développer sur tel marché. Et très souvent, ces startups font complètement abstraction de tout l'écosystème qu'il y a autour en pensant qu'elles sont les seules finalement à proposer une solution ou un service qui est, pour elles en tout cas, de leur point de vue unique. Et là où finalement c'est très très important quand on parle justement pénétrer un marché et pouvoir gagner en visibilité, il y a un élément fondamental qu'il faut leur rappeler, c'est l'élément qui consiste à dire, enfin la question qui consiste qui doit être posée, en quoi est-ce que vous vous distinguez des autres finalement? Parce qu'on a une floraison, une multitude de startups maintenant qui proposent, si on prend simplement juste l'analyse de données, sur le Maghreb, je ne sais pas si on devait comptabiliser le nombre de startups qui vont tenir. Alors, Bachir, Majestai, je veux pas du tout te décourager, bien au contraire. Mais véritablement, il faut pouvoir être capable d'expliquer et d'exprimer en quoi est-ce que toi, tu te distingues justement des autres. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que de la même façon que sur des segments particuliers, si on prend la macroéconomie de façon générale, il y a des segments en particulier qui sont, on les appelle des segments saturés. Et ben, sur certains segments, pour les startups, c'est la même chose. Mais ça, on ne le dit pas suffisamment parce qu'on a tendance à présenter un petit peu le monde de la start-up comme un monde merveilleux où il peut y avoir une éclosion comme ça assez fabuleuse parce qu'une startup présente un produit exceptionnel. Je ne remets pas du tout en question les solutions que tu proposes dans le monde là. Mais je veux dire, vraiment, ça, c'est un point fondamental. Avant tout, je pense qu'on doit mettre le doigt dessus. Au-delà même des canaux de communication, il y a une communication, enfin, il y a une introspection en interne qui doit être réalisée au sein de chaque startup. Et ça, c'est un travail que, malheureusement, je trouve que trop peu de startups font. Et c'est un avis. Alors, sur les données macroéconomiques, maintenant, pour en revenir à… moi, ce que j'avais commencé en introduction, alors, c'est pas anodin, je l'avais dit, j'avais commencé en introduction, pour être très brève, sur l'aspect travail, l'emploi, la question de l'emploi. On est dans des pays où on a un taux… Je m'excuse vraiment pour le bruit de fond derrière qui est très désagréable. On a un taux de chômage dans nos pays qui est encore trop élevé, notamment chez les jeunes. Et on a noté justement avec la crise Covid qu'il y a eu cet effort dans les pays dits… alors, je ne sais pas si on m'entend encore. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Dans les pays dits développés, on a eu cet effort qui a été consenti par les autorités de dire voilà, il va falloir à tout prix sauvegarder l'emploi. Donc, on n'est même plus sur un questionnement de il faut créer de l'emploi, on est vraiment sur une question de sauvegarde de l'emploi. Dans nos pays à nous, en tout cas au Maghreb, on est toujours sur la même lignée, cette question de la création de l'emploi qui est une question cruciale. Et là où véritablement, d'ailleurs, je vous le mettrai peut-être en lien, où j'ai trouvé que cette étude justement de l'OIT était assez intéressante, c'était qu'elle faisait la jonction justement sur les pays émergents, les marchés émergents et le rôle que les startups pouvaient jouer en matière de création d'emplois en cette période post-crise Covid-19, parce qu'elles ont cette capacité, justement, la flexibilité dont on parlait, de pouvoir offrir des solutions et des services beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus adaptés à la demande. Et notamment, tu parlais des ministères, je ne sais pas si c'est toi, Bachir, oui, c'est peut-être Bachir qui parlait des ministères de la Santé, etc. On a une vraie demande en matière de services et de solutions au niveau des institutions publiques.
Donc, ce qui veut dire que ça génère de l'activité, ça génère de l'emploi. Et donc, les institutions publiques sont en train aussi de se focaliser davantage sur les startups. Et ça, c'est pas anodin, je le disais en introduction. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que d'un côté, on a la question du financement qui est importante, mais de l'autre côté, on a ce besoin réel de la part, qui est exprimé de la part des autorités. Et donc, forcément, ça va compenser quelque part les difficultés que vous pouvez rencontrer en matière de levée de fonds ou de financement. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, voilà, je brosse un tableau un peu avec ce bruit qui est absolument abominable. L'ami, Oui. si je me permets de compléter un petit peu ce que l'ami vient de dire, je suis un petit peu contre une petite partie par rapport, on va dire, au pitch. Je ne vais pas dire au pitch de Béchir, mais en fait, sur des projets, on va dire, technologiques, techniques, c'est très compliqué, on va dire, d'enlever cette casquette technique et de pitcher sur la proposition de valeur. Et là, je rejoins Lémi sur le fait qu'avoir un discours très simplifié pour pouvoir pénétrer ce marché, pour pouvoir récupérer de nouveaux leads et tout ça. Un discours technique, on va dire, c'est pour moi, je le dis pour moi, c'est un discours, on va dire, de closing. Donc, pour valider, on va dire, l'architecture technique de la solution et tout ça. Mais pour aborder un client sur notre stratégie, donc, faut simplifier le discours, faut exprimer la proposition de valeur. Pourquoi on est différent? Pourquoi aujourd'hui, Magistaï, elle propose une solution de prédiction et d'intelligence artificielle et d'analyse et tout ça, qui peut être différent des autres solutions sur le marché et qu'on sait qu'il y en a des centaines, même des milliers. Moi, peut-être Béchir, je partage avec toi on va dire mon retour sur l'expérience. Utiliser et l'open source. L'open source aujourd'hui, c'est un grand marché. L'open source aujourd'hui, c'est des solutions avec des communautés assez extraordinaires qui partagent leurs outils. Microsoft, elle s'investit beaucoup sur l'open source. Je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, Microsoft, elle met en place la plupart de ses frameworks en open source, que ce soit avec Azure ou bien tout ce qui est framework de prédiction ou bien d'intelligence artificielle. Voilà, c'était ça en fait la petite remarque. Bien d'acheter GitHub. Exactement. Ouais. Donc le marketplace de l'open source, c'est une propriété de Microsoft maintenant. Et en plus de LinkedIn. Bien sûr. Bon, LinkedIn, ça date un peu. L'acquisition, ça fait 3 ans. Ouais. En fait, on essaie d'avoir un discours qui est très simpliste, un discours qui va directement, parce que l'utilisateur final des analytics ne sont pas vraiment les data scientists. En fait, c'est pour le business, pour des besoins bien spécifiques, pour les décideurs, pour les stratèges. Et donc, peut-être, on essaie toujours d'approcher le client et de demander quelle est sa stratégie de transformation digitale, comment il voit les choses, comment sa perception de l'analytics, comment il voit qu'il pourrait utiliser ça dans son entreprise. Et puis, dans mon expérience, une discussion technique, c'était évidemment surtout les closings. Et voilà, notre CIO, notre DSI s'est intervenu juste 2 ou bien 3 fois lors du closing. Mais en fait, toutes nos entrevues, disons, voilà, tous nos meetings, toutes nos discussions, c'était à propos de la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on veut co-créer ensemble? L'objectif de cette collaboration, l'objectif du business, qu'est-ce qu'il veut achever? Qu'est-ce qu'il veut quel est son besoin, effectivement. Voilà. Non, mais c'est évident. Il faut évidemment simplifier le discours. En fait, vulgariser au départ, ça c'est certain, elle a complètement raison. Enfin, Béchir également. Mais ce que je disais vraiment, c'est dans les efforts, pour la faire très courte, faire vraiment des efforts sur le pitch en lui-même au départ. C'est-à-dire que
des efforts en matière, montrer en quoi on se démarque des autres sans rentrer dans l'aspect technique en fait. Et ça, je l'ai très souvent noté en échangeant avec justement un certain nombre de startups, où je me suis aperçue au fil du temps que les solutions ou alors les produits étaient très, très bons. C'était des solutions, des services qui étaient très intéressantes, mais qui n'étaient pas forcément bien présentés en amont. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on est sur du B2B, les gens n'ont pas le temps, en fait. Donc, on vous accorde aussi parfois une séance de travail. Si cette séance de travail, elle n'est pas forcément convaincante ou éblouissante, il se peut qu'il n'y ait pas de suite, en fait. C'est comme ça, time is money, les gens n'ont pas le temps en fait. Il faut vraiment se rendre compte que quand on s'adresse à peu importe à qui, je vous prends un exemple, j'ai échangé il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui proposait des logiciels RH. Mais alors, le logiciel RH, c'est juste pour la France, je crois que c'est 7% de croissance chaque année, c'est énorme. Donc, c'est vraiment c'est un secteur très porteur. Mais par contre, la concurrence est rude. Et d'emblée, il me dit, mais moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je propose, c'est unique. Mais c'est unique, on l'entend. On peut l'entendre 10 fois ou 100 fois dans le mois, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. Et donc, du coup, d'emblée, sans rentrer dans le technique, dans l'aspect trop technique, mais il faut pouvoir vraiment mettre le paquet sur ce pitch, ce que j'appelle moi, en tout cas, le premier pitch qui doit être très accrocheur. Là, en l'occurrence, son logiciel, pour la petite anecdote, était fondé sur une science que je ne connaissais pas qui s'appelle la psychométrie. Et donc, c'est assez intéressant. Et donc, effectivement, il sortait un peu du lot. Mais voilà, il fallait vraiment creuser pour comprendre un petit peu en quoi il se distinguait des autres startups qui proposent également des logiciels RH. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Voilà. La concurrence est rude, il faut vraiment le garder en tête. Il faut pas se dire que les choses vont être simples. Donc vraiment d'emblée au-delà de l'aspect communication, pour en venir à ce que disait tout à l'heure notre ami sur la communication via Google et via Facebook Ads, c'était excellent effectivement. Il n'y a pas mieux en période de confinement que de choisir ces canaux parce qu'évidemment tout le monde est chez soi et on a un trafic extrêmement important sur ces plateformes. Donc voilà. Tout à fait, l'ami. Je suis content que tu as fait ce point parce que c'était exactement ce que je voulais dire et raconter moi aussi, qu'il est vraiment important d'être précis, captivant et aussi impactant avec son message. Et d'ailleurs, se distinguer là, c'est quelque chose que nous, on voit très souvent aussi avec des startups qu'on accompagne dans le domaine technologique. On parle à des gens qui sont certainement brillants dans ce qu'ils font et qui sont vraiment des experts dans la matière. Mais ça arrive régulièrement que c'est des gens qui parfois sont tellement dans le sujet qu'ils n'arrivent plus à communiquer vraiment l'essentiel de leur valeur ajoutée et de leurs produits. Et pour qu'une personne qui n'est pas expert à tel point puisse les suivre. Et c'est vraiment là un des points où on les accompagne, nous, à vraiment prendre un pas en arrière, essayer de décrire et vraiment de sortir la proposition de valeur pour que quelqu'un puisse la comprendre qui n'est pas du sujet. Et c'est exactement comme tu l'as dit, tes premiers contacts, normalement, c'est des gens qui sortent du business. Et une fois que tu as réussi à convaincre cela, ils vont emmener ça auprès de leurs techniciens et il y aura sûrement un deuxième ou même un troisième rendez-vous où on pourra parler de tous ces aspects techniques. Justement, Toun, tu évoques un point très important là, évoqué aussi par l'ami, c'est le pitch. Le pitch qui doit être vraiment précis, captivant, comme tu disais exactement. On a un laps de temps très très court avec la personne qu'on a en face. Il faut absolument capter son attention. Dans cette période post-Covid, quels peuvent être les éléments sur lesquels il faut orienter notre discours pour justement captiver l'attention? Aussi au niveau post-Covid, et pour relier ça à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la levée de fonds, vu que tous ces fonds disponibles sur le marché ont fortement diminué avec cette crise, il y a évidemment beaucoup plus de concurrence pour lever les quelques fonds qui restent. Donc là, vraiment, il est crucial d'adapter le business plan, vérifier qu'il est à jour, vérifier que les hypothèses qui sont qui sont utilisées sont toujours correctes, d'adapter le positionnement et bien sûr aussi, là où on en est aujourd'hui, assurer que le go-to-market est nickel. Et j'ai deux exemples qu'on aime bien traiter. L'ami l'avait déjà
déjà commencé à en parler, c'est quand on parle des compétiteurs et on dit qu'il n'y a pas de compétiteurs, bah, souvent c'est déjà un premier indice qu'il y a quelque part des discrépances, que soit on ne veut pas, il y a peut-être une petite arrogance où on se met au-dessus des autres, il faut le dire comme c'est, ou alors tout simplement il n'y a pas les recherches préliminaires, les études de marché qui ont été faites pour vraiment savoir qu'il y a de la compétition. Et exactement du même point de vue, on a l'aspect, quand on demande aux startups, bah, c'est qui vos clients? Quand ils vous répondent, bah, tout le monde, c'est exactement la même chose. C'est là, ils n'ont pas arrivé à se positionner sur le marché et à vraiment comprendre à qui leur produit ou leur service peut apporter une plus-value. Merci Toun, tu nous éclaires parfaitement sur ce point-là et tu as évoqué un point très important sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, c'était le business plan et la mise à jour du business plan. Nous sommes dans un contexte où on a tous beaucoup de mal à avoir des hypothèses claires, à avoir des hypothèses au-delà d'un mois, de la visibilité au-delà d'un mois. Donc, mettre des hypothèses dans ce contexte n'est réellement pas facile, alors qu'effectivement, dans cette période-là, on commence à réfléchir à notre nouvelle modélisation financière de notre business. Donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais dans ce cadre-là? Faut-il refaire le business plan à plusieurs échéances? Faut-il mettre des hypothèses plutôt flexibles, plutôt réalistes par rapport à cette situation? J'ai envie de dire que c'est pas vraiment quelque chose qui est lié à la situation actuelle, mais c'est plutôt lié au stade dans lequel les startups se trouvent actuellement. Donc, la façon de grandir et de vraiment se positionner dans le marché, c'est vraiment de se mettre en cause tout le temps, de mettre en cause les différents parties de leur business plan, les hypothèses qu'ils ont faites, et vraiment de, à tout moment, être prêt à les changer et à s'adapter à des changements de marché. Pour s'adapter aux différentes opportunités. Un exemple tout bête, c'est que si jusqu'à présent on a vendu un produit sous forme de, comment dit-on en français, de vente unique, disons, et qu'il y a un client qui nous propose ou qui désire avoir une sorte d'abonnement qui va avec, un subscription service, comme on l'appelle en anglais, chaque startup va comprendre qu'il y a une demande là et qui vont vendre cela pour avoir leur cash flow. Et en parallèle, ils vont remettre en cause leur business model pour voir si c'est pas ce nouveau modèle de souscription, par exemple, qui est la voie à prendre. Donc, je crois pas que c'est quelque chose qui est lié à la crise actuelle, mais que c'est certainement, ça fait partie de la DNA d'une startup. Et il faut pas remettre tous les aspects d'un business plan en cause à tout moment. Et il faut juste garder en arrière-tête que on fonctionne d'une façon ligne et qu'on est prêt à prendre des opportunités. Et pour faire cela, il faut faire des sacrifices et aussi parfois recommencer à se positionner sur un autre marché avec un autre produit ou avec un autre go-to-market. Nadia, je me permets juste de rajouter un truc, c'est que aujourd'hui, en fait, sur la nouvelle situation et même les prévisions futures, hein, c'est que toutes les entreprises, elles sont presque conscientes que des investissements de type CAPEX, ça ne sert plus à rien. Mais il faut beaucoup plus penser OPEX. Est-ce que tu peux définir, s'il te plaît, c'est quoi APEX et OPEX pour les non-initiés? Alors, CAPEX, en fait, c'est des investissements one-shot, donc qui proviennent du capital de l'entreprise. Donc, je donne l'exemple d'un rachat de laptop ou bien d'immobilier ou bien de licences on-prem pour l'entreprise. Donc, c'est des investissements que fait l'entreprise au démarrage de l'activité ou bien au démarrage d'un nouveau projet. OPEX, alors, c'est l'opérationnel. Donc, c'est qu'on paye à l'exercice. On paye ce qu'on consomme. On paye ce qu'on a vraiment besoin. Des entreprises aujourd'hui, ils ont tendance à ne plus, par exemple, acheter des voitures de fonction, mais plutôt à en louer. Donc, moi, j'ai besoin d'un moyen de transport pour 2 mois. Donc, je n'ai pas besoin réellement de racheter de voiture de fonction, mais d'en louer pour 2 mois seulement. Je faisais au début allusion à la consommation cloud. Hein, donc, c'était ça le message que je voulais y aller directement. C'est qu'aujourd'hui, des entreprises technologiques, elles n'ont pas vraiment besoin de s'investir sur de l'infrastructure
technologiques, des serveurs qui vont coûter des centaines de millions de dinars ou bien d'euros, alors que réellement, ils peuvent s'investir sur le cloud avec comment on appelle ça, en mode souscriptif, ils payent au mois ou bien à l'année. C'est des prix assez, on va dire, motivants pour les entreprises et ça n'a rien à voir avec les grands investissements qu'ils peuvent faire en rachetant en one shot ces immobiliers-là. Donc, si pas Nasreddine, si c'était bien. Oui, oui, c'est clair, c'est parfait, clair. Nickel. Donc moi, voilà, pour la mise à jour, on va dire, j'ai rebondi par rapport à la mise à jour du business plan. Oui, effectivement, moi, je dirais que repenser investissement OPEX que CAPEX. Justement, dans ce cadre-là, Allez, cette nouvelle manière d'investir, je dirais, investir OPEX plutôt que CAPEX, est-ce qu'on peut voir, ou on a déjà commencé à voir la vague d'investissement dans le cloud, dans le SaaS? Exactement. Aujourd'hui, on en a déjà parlé au début par rapport aux outils collaboratifs de communication ou bien d'échange de documents et tout ça. Moi, je dirais que c'est une grosse opportunité déjà d'en profiter de l'amélioration de la performance faite par ces éditeurs-là. Je fais allusion à Microsoft, Zoom ou autres éditeurs qui ont mis un vrai paquet, on va dire, pour améliorer leur performance. Aujourd'hui, nous, en tant que clients, en tant que start-up, en tant que client, on doit en bénéficier de ça. Il y a déjà même regarder ces grands du marché, comment ils s'adaptent aussi à nos besoins. Et ça peut être même porteur de nouvelles idées pour les startups. C'est leur stratégie de pricing et tout ça. Donc, absolument, oui. Ouais. Et justement, dans le cadre de cette stratégie go-to-market post-Covid, les solutions, je pense, vont être aussi un facteur déterminant. Tu parlais tout à l'heure du bon targeting en termes de clientèle, en termes de cible. Tu parlais aussi de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Comment les solutions peuvent aider, les solutions en l'occurrence CRM, décisionnelles, peuvent aider dans le cadre de cette action go-to-market, spécifiquement dans la période post-Covid? Absolument, Nadia. C'est qu'aujourd'hui, pour des startups qui sont en phase de démarrage, même si là, on a des startups qui ont 2 ans d'existence, donc il y a une certaine maturité, on va dire, pour ces startups-là, il est presque quasi impossible de se laisser, on va dire, rater des leads ou bien de rater des opportunités sur le marché. Donc, ces entreprises-là, ils doivent très bien être à l'écoute de leurs clients, à l'écoute des leads. Cela ne peut être que, on va dire, effectué via des outils de travail assez, on va dire, spécifiques et assez adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, des solutions comme le CRM, donc pour gérer la relation client, que ce soit sur la partie mise en place de leur campagne marketing à travers l'ensemble des canaux de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire aujourd'hui, c'est le plus grand canal de communication pour les entreprises. Tout à l'heure, Bachir ou bien Nasreddine, voilà, il nous a parlé des campagnes AdWords et Facebook sponsoring ou LinkedIn. Donc, très bien avoir la bonne solution qui s'adapte à ces nouveaux canaux de communication, avoir un suivi de la relation client. Aujourd'hui, c'est très intéressant de déjà ne pas en perdre des clients. Hein. Donc, c'est très bien d'avoir de nouveaux clients, mais le plus important, c'est pas d'en perdre les clients qu'on a déjà signés. Donc, la relation client, c'est très important et faut capitaliser sur les premiers clients sur lesquels on a fait beaucoup d'efforts, sur lesquels on s'est investi. Donc, ne pas les perdre et avoir ce qu'on appelle les KPI de satisfaction client, avoir un suivi régulier des besoins de nos clients, l'évolution du besoin de nos clients. Et cela ne peut être réalisé, on va dire, qu'à travers des outils assez évolués. Aujourd'hui, on parle des tableaux de bord, donc du data analytics. Je pense que même Bachir est spécialisé dans ça. Les CRM, donc
voilà, les solutions là, moi, je dirais que c'est indispensable, indépendamment du pricing de la solution, hein. Moi, je suis pas là pour vendre les solutions Microsoft, mais je dirais que même des solutions open source pour pouvoir capitaliser, avoir une information intégrée pour pouvoir déjà prendre les bonnes décisions, avoir les tableaux de bord, avoir les meilleurs, on va dire, indicateurs pour prendre les meilleures décisions. Oui, absolument, Alain. Je pense que on a vécu avec les entreprises depuis un certain moment l'évolution de la maturité, de la réflexion, de la nécessité d'être équipé par des solutions CRM, décisionnelles, etc. Et l'enjeu que ça pouvait avoir en termes d'accès direct aux clients, en termes d'anticipation aussi du changement de comportement, et je Oui, pense oui. qu'on est plein dedans actuellement. Exactement, et surtout si on a face à nous des outils bien qui ont, on va dire, embarqué les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, comme l'analyse prédictive et tout ça, ça commence à être très intéressant pour pouvoir agir efficacement vis-à-vis de nos leads ou bien nos clients. Absolument. Je me tourne un peu à nos amis start-upers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, Madame Nadia, je suis Alain Jalel, le fondateur de Consulti.tn. En fait, à propos de satisfaction client, je veux bien savoir quels sont les outils disponibles actuellement pour avoir les retours des clients. En fait, on va Consulti.tn, nous sommes un salon d'exposition des produits et services industriels en ligne. On fait la commercialisation via des équipements et services industriels, via les LinkedIn et Facebook. On essaie de capter le maximum possible de clients, prospects sérieux et qualifiés via les réseaux sociaux et via notre plateforme. Et nous sommes une jeune start-up. Nous avons lancé notre start-up, ça fait un mois maintenant. Nous avons atteint 94 clients et nous avons fait 26 mises en relation, dont 7 sont finies par un accord ou une vente entre le fournisseur et le client. Et maintenant, on essaie de trouver des solutions en fait pour avoir le taux et comptabiliser en fait la satisfaction des fournisseurs, de nos fournisseurs et de nos exposants sur notre plateforme. Aussi, le taux de satisfaction des clients finaux qu'ils ont trouvé ou trouvé leur équipement ou service industriel en Tunisie. Merci si je suis clair. Je ne sais pas si c'est bon. Si, Arlette, ça a été très, très clair. Moi, je me permets juste de rebondir à ce que Arlette vient de dire. C'est que, on va dire, avec un retour d'expérience sur la plupart de mes clients que j'ai eu en face, qui étaient inquiets par rapport à la satisfaction client, ils cherchaient des outils. Pour moi, en fait, c'est mon avis, hein. C'est pas une histoire d'outils, mais c'est un problème de process. C'est un problème de process et procédure. Aujourd'hui, la satisfaction client, on va dire, c'est un feedback qui traduit, on va dire, l'ensemble des échanges et des projets qu'on a eu avec nos clients, des relations qui étaient en cours, que ce soit pour un projet ou bien des micro-projets. La satisfaction client, moi je la considère comme on va dire comme un élément majeur déjà pour tout ce qui est qualité. On parle beaucoup de certification ISO 9001. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la certification ISO 9001, c'est qui considère la relation client et la satisfaction client comme élément majeur d'analyse et de performance avec nos clients. Donc, moi, je découperais ce projet-là que Alain il vient d'en parler, c'est de, premièrement, traiter le process et les potentiels des procédures qui en découlent, et après penser outillage.
le process, on va dire, c'est comment réellement, quels sont les KPI dont on a vraiment besoin pour mesurer cette satisfaction client. Est-ce que c'est par rapport, ça va dépendre bien sûr du secteur et de l'industrie, hein. C'est par rapport à la satisfaction de la communication, est-ce que c'est par rapport à la satisfaction du rendement de nos employés ou bien de nos collaborateurs. Donc ça on va dire, ça va dépendre beaucoup de facteurs. Mettre en place ces KPI-là et puis penser solutions. Aujourd'hui sur le marché, il y a plein de solutions, on va dire, mais moi je vais parler souvent de solutions Microsoft. Donc le Microsoft Dynamics 365 CRM, c'est une solution qui gère très bien la relation client. On a tout un module relation client, donc Customer Services, qui permet d'analyser, qui permet de mesurer, on va dire, l'ensemble des éléments qui peuvent impacter notre relation client. Donc ça en découle après, bien sûr, avec des dashboards des éléments d'analyse qui peuvent, bien sûr, nous amener à prendre les bonnes décisions après. Microsoft en période Covid, elle a mis en place aussi une stratégie de pricing qui est la gratuité de la solution Customer Services. Donc, je vous invite à aller peut-être même on va prendre un petit échange ensemble, hein, après ce webinaire, pour voir si Microsoft, quels sont les délais, on va dire, de la solution, de la gratuité de la solution Customer Services. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en local. Bien sûr, c'est limité par le temps, mais moi, je vous invite à prendre contact et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. D'accord, merci. On a une question, Ale, qui est un peu liée à ce que tu viens de présenter. Donc, c'est une question justement par rapport aux solutions CRM classiques du marché, leur capacité de s'adapter aux besoins des startups. D'accord. En fait, pour être clair, je ne suis pas un informaticien aujourd'hui. Je comprends. La question était présentée à notre expert plutôt. Allez, désolé. Hein. Allez, Dinaziz. Allez, voilà. Oui. En fait, si on parle CRM, c'est indépendamment que ce soit. Là, je viens de voir le petit message de Yessine qui nous parle de Odoo CRM. Oui, effectivement. C'est des outils open source qu'on peut très bien utiliser. Moi, je ne suis pas trop fan de Odoo, mais c'est une très belle solution qu'on peut utiliser. Si je peux permettre à Aladdin, juste pour rebondir sur Odoo, parce qu'on est intégrateur audio également. Chacun voilà. Moi, j'utilise Odoo comme CRM. Alors, c'est Odoo. Alors, je me permets juste une chose, parce que moi aussi, personnellement, on n'est pas des informaticiens. On est parti sur Odoo Community au départ. On a recruté un ingénieur Odoo. On est parti sur Community. Autant vous dire, en toute franchise, on a perdu 3 mois de notre temps. Parce que c'est pas notre métier, on n'était pas expert, on a perdu énormément de temps. On est passé sur une plateforme en tant qu'intégrateur sur Odoo SH, donc c'est une plateforme payante où on paye en SaaS et on a la flexibilité de développer. Et là aujourd'hui, je vais en toute sincérité, c'est le jour et la nuit. Donc il y a beaucoup plus de fonctionnalités, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, c'est hébergé sur leur serveur, c'est totalement intégré. Je dis pas ça que c'est la meilleure solution, hein, j'ai rien à vendre et je vous dis juste que pour nous, c'était une très belle solution parce qu'on avait le côté SaaS, donc tout hébergé, tout était nickel, et le côté SH qui nous permettait de développer. Donc on gardait un petit peu le côté community, mais fallait pas s'amuser à aller chercher des intégrateurs ou des serveurs, etc., etc. Donc nous, on a trouvé notre bonheur sur Odoo SH. Voilà. Tout à fait d'accord, Nasreddine. Aujourd'hui, le SaaS, ça peut être une solution pour les startups. Hein. Aujourd'hui, déjà, c'est très bien ce que vous venez de dire, c'est que c'est pas notre cœur métier. Et tout à fait. En fait, aujourd'hui, si on a une plateforme, on utilise une plateforme SaaS, c'est que déjà, on a sous-traité la partie infra, on a sous-traité la partie intégration, on a sous-traité la partie, on va dire, métier, et on se focalise sur notre corps métier. Aujourd'hui, Nasreddine, il fait de la formation en ligne, c'est son corps métier. L'IT, l'informatique, on laisse ça pour les spécialistes, on va dire. Et non, j'ai rien contre Odoo, hein, mais je le dis parce que je suis à 100% Microsoft, c'est pour ça, mais non, c'est un très beau produit. Oui.
Bon, super. Et si je peux me permettre juste un retour d'expérience pour Aladine concernant la relation client. Donc, je suis Oui. d'accord avec toi, ce que tu dis, Aladine Aziz, c'est que tout d'abord, il faut mettre les KPI. Donc, par exemple, je prends notre côté à nous. Le plus important pour nous, c'était que la formation soit de qualité. Donc, sur chacune de nos modules, il y a, c'est tout bête, hein, il y a quatre émoticônes, souriant, pas souriant, etc. Et tout de suite, nous, on sait quelles sont les formations, enfin, les slides qui sont le plus appréciés et là où il faut travailler. Donc, tout de suite, on le sait. Et au-delà de ça, donc c'est la post-formation. Comme tu dis, il faut être outillé. Donc, on envoie des messages automatiques. Mais je pense que c'est pas le tout. Et tout le monde le fait. Donc, les personnes qui ne répondent pas aux mails, eh ben, on n'a pas le choix. Il faut les appeler. Il faut passer du temps. On veut savoir vraiment ce que nos clients pensent de nous. Ceux qui répondent par mail, on a leur retour. C'est très bien. C'est des appels en moins. Mais les autres, il faut les appeler. Nous, on passe beaucoup de temps à les appeler un par un, savoir comment ça s'est passé, s'ils ont trouvé un travail derrière, etc., etc. Et tout ça, on l'écrit pour essayer de s'améliorer. Et le simple fait de leur passer un coup de téléphone pour savoir comment ça s'est passé, ça change tout en fait. Ah, Bien vous sûr. m'appelez juste pour savoir comment ça se passe, etc. Oui, juste monsieur pour savoir comment ça se passe, si ça a été, quels sont nos points d'amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les prochaines fois. Et ça les touche. Et même, il y en a plein qui vont mettre des commentaires sur Google en mettant, voilà, on est super pro, ceci, cela, et qui a un suivi juste parce qu'on les a appelés pour savoir comment ça s'est passé. Donc, le côté humain dans la relation client, les outils, c'est bien, les process, c'est bien, mais l'humain, c'est important. Malheureusement, c'est chronophage, mais il faut investir le temps dans les tâches importantes. Et moi, je pense que avoir le retour de ses clients de vive voix, c'est quelque chose de très important. Tout à fait, Nasreddin, c'est exactement ce qu'on fait actuellement. Vraiment, c'est une stratégie qu'on trouve idéale et vraiment, on a des très bons retours et cette relation avec nos clients, ça nous donne vraiment beaucoup d'aspects humains et relationnels avec nos clients. Et ça crée des relations directes Tout à fait. comment dirais-je, sans des barrières. Ça, c'est un atout pour toute startup qu'il faut passer par là, en fait. Tout à C'est fait, ouais. ça. Oui, Merci merci. Ale et Nasreddin pour vos retours d'expérience, pour vos témoignages. Nous arrivons au terme de notre panel aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations aujourd'hui, qu'on a traité des sujets qui vous semblaient intéressants. Je tiens à remercier ici nos experts, Lemis, Ale et Toun, pour votre disponibilité, pour votre expertise aussi aujourd'hui, pour l'échange que vous aviez eu avec les startups. Je remercie aussi les startups pour les échanges que nous avons eus, pour vos questions, pour vos témoignages aussi. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette expérience déjà, mais aussi dans vos business, dans votre futur, dans les jours qui viennent. Merci à tous d'être à l'écoute aujourd'hui et à très bientôt, j'espère.